Je vous propose qu'on commence. Je m'appelle Marie-Andrée Jolibois et aujourd'hui, je vais vous parler de produits pendant 50 minutes. Donc, j'espère que c'est un sujet qui vous intéresse. Et on va parler produits avec un prisme particulier. On va se parler d'une mission qui est celle de First PM. Je reviendrai dessus par la suite. Ah, c'était de l'autre côté. Juste avant, je voudrais simplement prendre le temps de remercier les sponsors ainsi que les organisateurs et les organisatrices de Agile Tour Rennes, grâce à qui on peut avoir cet événement et grâce à qui je peux être devant vous aujourd'hui. Donc, je vous ai dit, on va se parler d'un rôle, celui de First PM. Donc, c'est quoi un premier ou une première Product Manager? C'est une personne à qui on va donner pour la première fois dans une entreprise la responsabilité du rôle de Product Management. Donc, vous allez me dire comment ça se passait avant. Eh bien, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Soit vous êtes, par exemple, dans une start-up et c'est souvent les fondateurs qui vont avoir ce rôle-là qui va être pris. Soit c'est un rôle qui va être un petit peu disséminé dans plusieurs pôles de l'entreprise, que ce soit côté business, que ce soit côté marketing, et même parfois, ça peut être un rôle qui est porté par la tech. L'intention que je vais avoir aujourd'hui et le cadre de cette conférence, il est assez simple. C'est qu'en fait, je voulais mettre en avant cette mission produit atypique que moi j'ai depuis maintenant 11 mois pour deux choses. Je pense que ça peut permettre de tirer des apprentissages à la fois sur la posture produit, donc à la fois en tant que product manager, mais aussi en tant qu'accompagnement des organisations. Pourquoi? Je vous l'ai dit, c'est un rôle dans lequel vous allez être la première personne à avoir un rôle de product management identifié. Donc si je dis ça, ça veut dire que vous arrivez face à des personnes qui potentiellement ne savent pas vraiment quel est votre travail, quelles vont être vos activités, ce que vous allez pouvoir apporter, puisque c'est quelque chose qui est nouveau. Donc quand je parle d'accompagnement et de posture, ça va en fait finalement exacerber des enjeux que vous pouvez rencontrer au quotidien en tant que PM. Avant que j'aille plus loin, je voulais simplement un peu savoir quels étaient les types de profils qu'on avait dans la salle. Donc du coup, à main levée, on va dire les personnes qui sont qui font du produit. J'exclus la partie design, la partie tech en posant cette question. Ok, des personnes qui sont plus dans la partie tech, des facilitateurs, facilitatrices, coachs, des personnes côté design. Non, on n'en aura pas aujourd'hui. Bon, en tout cas, comme vous le voyez, on a une bonne représentativité là par rapport à ce que vous avez dit. Et moi, vraiment, mon idée, c'est que vous repartiez avec des pistes lorsque vous allez rencontrer ces différents enjeux. Par contre, je fais un petit disclaimer. Cette conférence, ce n'est pas un guide. Donc moi, mon intention, ce n'est pas de vous dire si vous démarrez une mission de First PM dès demain, eh bien en fait, je vous conseille de faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Il y a déjà énormément de ressources qui existent, qui sont documentées. Je vous ai mis quelques liens sur le côté. Moi, mon idée, c'est simplement, j'ai sélectionné des enjeux que j'ai rencontrés. Je vais vous raconter, moi, les problématiques que j'ai eues, comment j'ai décidé de les adresser. Et l'idée, c'est simplement de les mettre en avant pour qu'on ait un apprentissage ensemble. Et il y a plein d'autres pistes qui peuvent être possibles. Dans ce cadre-là, vu que c'est un REX, je ne vais pas pouvoir vous donner tout le contexte du système dans lequel j'évolue, mais je vais vous donner quelques pistes, quelques billes, simplement pour que vous compreniez dans quel système je suis. La mission, telle que je l'ai cadrée, qu'elle m'a été donnée et que voilà, on l'a cadrée ensemble, moi je travaille pour un éditeur de logiciels et l'objectif, c'était de venir mettre le produit au cœur de l'organisation et d'accompagner l'entreprise dans ce sens. En faisant comment? En travaillant sur un domaine produit qui était déjà existant. Simplement, le constat au moment où moi, j'arrive. Je vous l'ai dit, en fait, c'est une entreprise qui n'avait pas mis le produit au centre et donc qui fait de la croissance organique. La croissance organique, c'est quoi? C'est quand vous allez avoir en fait des rachats de sociétés qui vont être successifs. Donc l'image, au moment où j'arrive, c'est un ensemble de produits qui peuvent avoir une cohérence, disons, fonctionnelle entre eux, mais on n'a pas on n'a pas une entité globale, on n'a pas une cohérence et une vision qui est globale. Comme je vous l'ai dit au début, ces produits vont être portés par qui? Vu qu'on quand même, on peut se parler de produits. Eh bien, soit ça va être les anciens fondateurs qui finalement avaient gardé ce rôle-là, soit on a des produits qui sont très anciens et du coup qui sont plus dans un mode de maintenance, et donc là, on va avoir des responsables de maintenance dessus, ou alors, on peut même avoir des chefs de projet, coordinateurs sur ces rôles-là, mais pas de rôle réel de product management sur ces produits. Pour coordonner tout ça, on a une personne qui prend un rôle de coordination, donc qui est Head of Product maintenant, et qui permettait en fait de simplement synchroniser les équipes. Mais encore une fois, il faut vraiment imaginer que c'est des silos et qu'il n'y a pas une cohérence globale dans l'environnement produit.
Donc moi, je ne suis pas dans un contexte de start-up, mais je suis dans un contexte où les choses veulent être faites différemment. Donc globalement, comment ça se passe? C'est un éditeur de logiciels qui était dans un modèle beaucoup plus orienté sur de la SS2I, c'est-à-dire qu'en fait, on répond à de la demande client qui est spécifique sans avoir une cohérence produit qui va être core. Et donc mon enjeu, ça va être de travailler sur ça. Donc le tout premier défi et la première question que je me suis posée avant même de commencer, c'est est-ce qu'il faut tout jouer dès le début? Et là, je vous pose cette question. Moi, c'est quelque chose que j'ai observé, que ce soit dans des offres d'emploi, que ce soit sur des conférences. Moi, que j'ai pu écouter, j'ai écouté beaucoup de conférences de leaders produits pour démarrer, de CPO, pour pouvoir m'inspirer. Il y a souvent cette notion qui revient des 90 jours. Je vous donne quelques exemples. On nous dit au bout de 30 jours, ça va être ça le résultat, de 60 jours, ça sera celui-ci, de 90, ça sera celui-ci. Donc vraiment, cette notion de, on a un objectif trimestriel dans lequel on doit avoir un impact. Et ça, je trouvais ça un peu vertigineux. Pourquoi je trouve ça vertigineux? C'est que finalement, l'impact, ça devient un mot de novlangue parfois. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on vient mettre derrière. Et donc, si je me dis que je dois très rapidement obtenir la confiance des personnes avec lesquelles je vais travailler, pour rappel, ces personnes ne savent pas le métier que je vais venir apporter et quelle va être ma valeur. Donc, j'ai besoin de gagner leur confiance et donc, de facto, essayer de comprendre quel va être mon levier d'impact. Finalement, si j'ai que 90 jours pour faire ça, et si je le dois le faire assez vite, qu'est-ce que je mets à l'intérieur? C'est simplement de l'optimisation, finalement, des premières actions que je vais mettre en place. Et donc, j'ai choisi de prendre une autre orientation, plutôt que de me concentrer vraiment sur réellement, il faut que je démontre les choses. J'ai choisi de faire un pas de recul et de me dire, déjà, il faut que tu arrives à répondre à ces deux questions. Est-ce que dans le contexte dans lequel tu vas arriver, tu sais vraiment définir ce que ça veut dire, le mot impact? Et deuxièmement, et ça c'est très important, est-ce que c'est le même pour tout le monde? Donc évidemment, c'est des questions rhétoriques. En démarrant, je n'ai pas la réponse. Mais moi, j'ai surtout choisi de me concentrer sur ça au tout début. Et donc ça nous amène au premier enjeu. On va en voir 5 ensemble. Le premier, c'est donc la gestion de l'inconnu et la gestion des attentes. Donc c'est vrai, quand on démarre sur un rôle produit et qui plus est, quand c'est vraiment la première fois qu'il va y avoir ce type de rôle qui arrive dans une entreprise, c'est vraiment un saut dans le vide. La gestion des attentes, je vous la donne telle que moi j'ai pu la vivre. C'est vrai qu'il y a un petit peu cet écueil qui peut se créer. On va se dire, il nous faut un product manager, la personne arrive, solution. Bon, déjà, c'est un problème parce que ça voudrait dire qu'on ne crée une culture produit dans une entreprise qu'avec des product managers, ce qui est faux et qui ne va pas fonctionner. Il y a 2 momentum qu'il ne faut pas louper à ce moment-là, quand du coup on a ce démarrage. Le premier, c'est l'entretien d'embauche et le second, c'est le onboarding. L'entretien d'embauche, pourquoi j'en parle? Finalement, vous savez que vous allez arriver dans un contexte où vous n'aurez peut-être pas tous les outils pour pouvoir exercer pleinement votre métier, vu que vous démarrez. Donc, qu'est-ce que ça va vouloir dire sur du produit? Est-ce que je vais avoir des éléments de data, par exemple? Est-ce que je vais avoir des équipes côté design? Quelle va être la culture tech? Comment les décisions vont être prises? En démarrant ça, je pense que c'est important quand même de se poser pour savoir quels sont les moyens qui existent déjà et qui pourront exister pour qu'on puisse finalement réussir aussi sa mission. Et ça, c'est assez important puisque c'est un rôle qui est difficile. Et globalement, moi, dans l'entretien, j'ai vraiment pris le temps de cadrer, de questionner, de rencontrer différents acteurs et actrices. Et ça permet d'avoir un point qui est essentiel, c'est un référentiel. On le sait, les missions produits, ça peut être des missions qui sont difficiles. Je sais pas, on a vu qu'il y a quelques PM dans la salle. On peut tomber parfois dans du rush, on peut avoir la tête qui est baissée. Avoir ce référentiel, ça permet de prendre du recul. Donc l'entretien, ce n'est pas une étape à négliger sur ce type de mission. Ensuite, le onboarding, je pense que c'est un peu plus évident pour tout le monde. Et donc moi, j'aimerais vous raconter un onboarding produit par le passé que j'ai déjà loupé, parce que j'avais je vais vous parler de cet enjeu-là juste après. J'avais cette contrainte-là que je rencontrais où je me disais, il va falloir que je délivre vite. Parce que globalement, je suis sur un produit, donc ma valeur simple, ça va être de délivrer rapidement. Mais en fait, à vouloir délivrer trop vite, à vouloir très rapidement avoir une vision, moi je vous l'ai dit, il n'y a pas de vision là où j'arrive, mais en fait, je vais peut-être louper ma prise de contexte, je vais louper mon diagnostic. Et en fait, ça crée quoi? Ça fait qu'au bout de 3 semaines, quand on vient vous voir et qu'on vous dit donne-nous ta vision, normalement la réponse qu'il faut amener, c'est que peut-être que c'est une conviction à ce moment-là. Mais si vous avez vu 2 utilisateurs, vous ne pouvez pas avoir une vision qui est fondée. Et ça, c'est vraiment clé. Il faut arriver à lutter, entre guillemets, contre ça pour vraiment expliciter que c'est important de prendre le temps au début. Donc ça, je le redis. Là, ça n'a pas été le cadre, dans le cadre de cette mission-ci, puisque j'avais fait l'erreur par le passé, mais c'est vraiment
j'avais dit que je ne donnais pas des conseils, mais en tout cas, ça c'est un conseil que je vous donne. Ne négligez pas la partie onboarding produit, parce que c'est ça qui va vous permettre d'argumenter, d'avoir vraiment des éléments factuels pour ensuite, avec le reste de l'équipe, construire votre vision qui, elle, a un sens. Donc globalement, on a plusieurs éléments. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique qu'on reproduit dans un produit. Donc on a un contexte de départ. Donc moi, d'abord, je me suis concentrée sur le début, c'est-à-dire poser ce diagnostic-là. Et à terme, je vais devoir définir la vision de mon produit et la mission de mon produit qui va supporter cette vision-là. Et entre les deux, il va falloir qu'on explique un petit peu le comment on y va, qui est cette stratégie. Finalement, la stratégie, c'est quoi? C'est le cadre autonome que vous allez donner à l'équipe produit pour pouvoir répondre à la mission du produit qui, par la suite, va répondre à cette vision. Donc, on va commencer par le contexte. Comprendre d'où l'on part. Dans mon cadre, ça passe par deux choses. Il faut que je comprenne la maturité produit à deux niveaux au sein de l'équipe produit, mais également, et là ça va être mon point important, sur un plan un peu supérieur qui est dans l'organisation. Au moment de mes entretiens, au moment de mes interviews dans le cadre de mon onboarding, j'ai compris rapidement que les décisions produits étaient prises basées sur de l'intuition. Et c'était ça vraiment la difficulté. Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça a engendré? Je vais vous donner des verbatims. Nous subissons les demandes, on fait ce que le client demande, on fait du spécifique, mais finalement, on ne sait pas vraiment où on va. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de mise en place d'une structure pour prendre les décisions produits. Donc là, je vous mets un exemple de framework qui illustre comment les décisions produits peuvent être prises. L'exercice que moi j'ai fait, ça a été de me questionner déjà sur comment je situerais l'entreprise. L'idée, ce n'est pas de donner une note, mais au moins d'avoir un premier échelon qui essaye de situer où est-ce qu'on est maintenant. Ensuite, il y a une deuxième question qu'on vient poser. Où est-ce qu'on a envie d'aller? Et donc là, vous allez tous me dire, oui, on veut tous aller au niveau 5 parce que c'est le meilleur niveau. Certes, mais je vous ai parlé d'un élément tout à l'heure. Je vous ai parlé des moyens. Je vous ai parlé aussi de la temporalité, de ce qu'on est prêt à mettre sur la table. Donc la question, il faut la poser différemment. Où est-ce que l'entreprise peut aller et a besoin, où est-ce qu'elle a besoin d'être à ce moment précis? Et donc finalement, ce qu'on voit ici, c'est que peut-être que le niveau 5, de toute façon, ce serait trop ambitieux pour maintenant, pour 1 ou 2 mois, puisqu'on n'a pas les moyens qui sont mis en place. Et du coup, c'est vraiment un marathon. On n'est pas sur un sprint. Il faut y aller petit pas par petit pas pour démontrer des résultats au fur et à mesure et ensuite gagner les échelons. Donc moi, je prends ça un peu comme un jeu vidéo globalement ou un jeu de société, j'en sais rien. Mais c'est vraiment comme ça que ça va fonctionner. Maintenant, je vous l'ai dit, il y a de la prise de contexte qui va avoir lieu. J'ai besoin de gagner de la confiance. Donc les types de questions qui sont pertinentes et qui peuvent aider, qui sont assez simples, qui vous permettent aussi de prendre une posture humble, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que vous travaillez parfois avec des personnes qui sont déjà expertes en fait, du domaine produit et vous, globalement, vous ne savez rien. Quand vous démarrez, c'est important de le dire, sauf si vous venez du même domaine métier ou fonctionnel, mais moi, en l'occurrence, ce n'était pas mon cas. Ça va être de se questionner sur comment je peux aider. Quelles sont tes attentes vis-à-vis de mon rôle et quelles sont tes attentes vis-à-vis du produit? Alors ici, quand je dis produit, il y a effectivement le produit sur lequel je travaille, mais on va dire l'entité produit qui doit se créer. Ce que je cherche à savoir ici, c'est qui va être un moteur pour m'aider, mais également, est-ce que la product team existe? La product team, c'est quoi? C'est l'équipe qui va travailler autour du produit selon 3 pôles. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure. Généralement, vous avez le pôle de product management, le pôle tech et le pôle design. J'ajoute pas ici le pôle data, je pars du principe que ça fait partie des activités qu'on va mettre dans le pôle de product management. Mais globalement, moi, ce que je veux, c'est que déjà sur des sujets, on arrive à avoir une bonne représentation de ces 3 profils-là. Le reste de mon premier mois est le contexte de ma mission. Je vous l'ai dit, moi je me suis concentrée sur un point, les décisions produits. Donc qu'est-ce que j'ai appris? Qui prend les décisions produits et les décisions de façon générale? Donc la réponse à ça, dans mon contexte, c'est que c'est le business et le commerce qui prennent les décisions. Ça se traduit de quelle façon? Globalement, quand on me dit on subit de la demande, c'est spécifique, ce qui se passe, c'est que les décisions sont prises par opportunité. C'est-à-dire qu'on a un appel d'offres, et donc, pour gagner l'appel d'offres, on met les fonctionnalités qui sont demandées dans l'appel d'offres. Je vois des hochements de tête, je pense que c'est un fonctionnement qui est assez classique. Mais globalement, c'est ça qui va être pris en compte.
Comment la trajectoire elle va se décider et sur quels critères? C'est assez simple, je vous l'ai dit, c'est de l'acquisition qui est recherchée à ce moment-là, et globalement, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc, moi, dans la demande, c'est ça que je comprends, en tout cas, de comment je peux aider et comment le produit peut aider. Très bien. Maintenant, comment on travaille sur tout ça? Donc ça, c'est pour la partie plus organisationnelle, choix et décision produit. J'avais un enjeu, moi, sur mon produit, donc sur lequel j'ai travaillé, c'est que c'est un produit qui, lui, n'était pas issu d'un rachat. C'est un produit qui avait été créé du début avec une équipe tech qui a été créée. Donc déjà, je suis dans un contexte un petit peu différent. Simplement, c'est un produit qui n'a pas trouvé son market fit. C'est-à-dire que ça faisait 4 ans qu'il est lancé. Il y a quelques clients qui sont en production, mais ce n'est pas suffisant pour qu'il soit rentable. Et donc moi, la mission qui m'a aussi été donnée là-dessus, c'est de dire, finalement, vu qu'on prend des cibles un peu par opportunité, il faut qu'on trouve une vraie cible marché. On veut travailler sur cette cible-là. Il faut faire évoluer le produit. Bon, à toi de jouer, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée. Donc, globalement, mon enjeu ici, c'est de faire en sorte que mon produit soit plus adopté. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui a manqué jusqu'ici? De ce que j'ai compris de l'historique et de ce qui a été donné, c'est qu'en fait, le produit n'a pas été conçu avec une connaissance du feedback et de l'amélioration continue utilisateur. C'est-à-dire qu'il a été proposé tel quel pour des utilisateurs qui avaient des typologies d'activités, mais il n'a pas été conçu dans ce sens, dans la compréhension de leurs usages clés. C'est-à-dire que chaque évolution, c'était juste l'objet d'une demande spécifique. Donc moi, qu'est-ce que j'apprends avec ça et sur quoi je peux agir? Je comprends qu'il n'y a pas eu de user research, en fait, tout simplement. Dans ma product research, je comprends que le pôle user research n'existe pas. Et donc, il va falloir le documenter pour que je comprenne les activités des utilisateurs, les activités des clients, et que derrière, je puisse dégager les opportunités produits qui, je l'espère, vont permettre de le rendre plus adopté. Ça nous amène cependant au deuxième enjeu, celui de délivrer vite, dont je vous ai parlé un peu tout à l'heure. Je vais faire un pont avec ce que je vous ai dit par rapport à la prise de décision et au fait que c'est le business qui permet de choisir. Et globalement, qu'est-ce qu'on se dit là? Dans ce cadre-là, délivrer vite, ça veut dire quoi l'impact? Avoir de l'impact ici, c'est en fait des fonctionnalités qui sont prêtes à shipper, donc prêtes à partir globalement, ou alors des projets clients qui sont à débloquer. Donc si je prends que ce prisme-là, et que je ne me questionne pas plus pour changer de paradigme, ce que j'ai à faire, c'est que j'ai un ensemble de demandes, alors qui sont dans des fichiers Excel un peu différents, qui sont des lignes. Mais en fait, si je réponds à tout ça, on va gagner des appels d'offres, ou on va débloquer des projets clients déjà vendus sur une liste de fonctionnalités pas présentes, et donc tout le monde sera content, parce que derrière, on va gagner le client, le projet va se terminer, et donc je vais générer cette adoption. Ça, c'est si je challenge pas. Et donc, globalement, je reproduis ce qui existe déjà. Une fois que ça s'est dit, ce n'est pas la mission moi, qui m'a été donnée, puisque si je fais ça, je ne vais pas créer de la cohérence. Et je vais réagir à court terme. Donc, sur du long terme, ça ne va pas être viable. Ce qu'il faut arriver à expliquer à ce moment-là, quand vous travaillez avec des commerciaux, c'est essayer de leur expliquer le réel impact que de chaque fonctionnalité. Mais surtout, quel va être le risque d'aller trop vite. Qu'est-ce qu'on met derrière le risque? Il y en a plusieurs. Et c'est là où, en fait, je vais commencer à induire des notions de discovery. En risque, on va avoir un premier qui est tout simple à faire expliquer, surtout moi dans le cadre dans lequel je suis, qui est la faisabilité. Globalement, soit côté tech, on va te dire que c'est pas possible, toi tu vas pousser et donc tu vas être dans un statu quo, sans avoir essayé d'avoir de la divergence sur d'autres options possibles, puisque c'est une solution qui est demandée, ce n'est pas une compréhension d'une problématique. Donc globalement, on est bloqué, ça nous avance bien. Donc ça va être celui qui tape le plus fort du poing sur la table qui gagne. Bon, bref, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, en termes de faisabilité, l'autre risque, c'est la qualité du produit. Je vous l'ai dit en introduction, il y a des produits qui ont été créés par le passé qui sont immaintenables, parce que justement, ils ont été dans cette démarche. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à les faire évoluer, parce que c'est des patchwork et que c'est trop compliqué en fait, à maintenir pour les équipes techniques. Donc ça, c'est le premier risque. Le second, qui est aussi assez simple à utiliser, moi je questionne, je dis ok, très bien, si je le fais, est-ce que tu peux me garantir que ça va réellement être utilisé? Parce que finalement, moi si je n'ai pas un échange, ne serait-ce qu'avec une personne qui va l'utiliser, si je n'ai pas de data, que j'ai aucune notion pour savoir si ça a vraiment du sens ce qui est demandé, comment je peux garantir que je ne vais pas faire quelque chose qui ne sert à rien finalement? Ce que je vous précise aussi dans ce fonctionnement-là, c'est que globalement, vous avez
effectivement des clients qui font des demandes, mais souvent il y a un intermédiaire. C'est-à-dire que souvent vous avez un client qui travaille avec une agence et c'est cette agence qui vient faire les demandes du coup à l'éditeur logiciel dans lequel je suis. Donc en fait ça complexifie vraiment et on a très peu accès aux besoins et l'activité utilisateur à ce moment-là. Et enfin, le troisième, qui finalement est le plus parlant pour les commerciaux, ça a été de leur poser la question « Ok, très bien, je le fais. Au bout de combien de temps tu penses que si j'investis sur le développement de cette fonctionnalité, au bout de combien de temps tu penses que tu vas avoir un retour réel sur l'investissement? Qu'est-ce que ça va vraiment te rapporter et au bout de combien de temps ?» Bon, généralement, il n'y a pas tout le temps la réponse à cette question. Il y a un petit sourire sur les visages et ça permet de générer de la discussion. Parce que là, en fait, on parle leur langage. On est en train de leur expliquer qu'ils jettent de l'argent par les fenêtres potentiellement si on ne sait même pas ce qu'on veut réellement obtenir. Et c'est là où, en fait, on est en train d'induire ces notions de gestion de risque avant de partir en prod qui sont permises grâce à la discovery qui vont éliminer du coup les mauvaises options et on induit la notion de ROI. Donc ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Malgré tout, je vais vous mettre des exemples parce que ça, c'est la théorie. Donc, dans 90% des cas, ça fonctionne. Là, je vais vous mettre des exemples de réalités qu'on peut rencontrer puisque je suis là pour vous parler des enjeux. Globalement, premier retour, oui, mais là, on en a besoin. Tout ne peut pas être parfait, donc on accepte que sur tous les anciens sujets, ce soit compliqué. Donc ça veut dire quoi? C'est de dire, bon, bah, le nouveau, on le fait bien, on fait de la recherche. Bon, par contre, l'ancien, t'es gentil, mais on avance. Donc ça bloque finalement. Si je continue à faire ça, je ne vais pas aller dans un cercle vertueux. Autre point, qui lui aussi est assez légitime, je vous ai dit, il y a une problématique de projet client déjà lancé à débloquer, donc c'est la problématique du contrat à ce moment-là. Le client n'a pas contractualisé pour un projet agile, mais pour une solution logicielle avec des fonctionnalités complètes disponibles. Ça, c'est un retour de chef de projet. Et en fait, les deux retours que j'ai, ils sont complètement légitimes. Donc comment on arrive à les contourner ? Moi, c'est ce que j'appelle les choix en conscience. Effectivement, tout ne peut pas être parfait dès le début. Et c'est vrai que ça peut paraître plus simple parfois d'accepter, de faire un compromis. Malgré tout, ce qu'il faut arriver à mesurer, ça va être l'impact que ce compromis va avoir sur la stratégie. Si je ne fais pas les choses de façon parfaite, très bien, mais ça va coûter quoi sur la stratégie produit et ce qu'on essaye de mettre en place? Si on a des objectifs qu'on s'est donnés, et qu'on a documenté et que finalement tu me demandes d'aller dans une autre direction, qu'est-ce que ça va coûter? Cette phrase, je ne l'ai pas bien formulée parce qu'ici j'écris ma stratégie. En fait, c'est faux. Il y a un point qui est aussi essentiel. Je pense qu'à partir du moment où une décision produit, elle n'est pas portée uniquement par un product manager et que la décision est prise de toute façon par un codir ou le business, nous, notre rôle, en tant que rôle produit, c'est de s'assurer qu'ils prennent leurs décisions de la bonne façon possible. Donc, il y a deux options. Soit on leur dit non, mais on ne peut pas, soit on dit oui, puisqu'on nous le demande. Moi, je fais plus le choix de dire, OK, questionne-toi réellement sur la décision que tu es en train de prendre. Pourquoi ça aide? Globalement, dans le cas des projets là, dont je vous ai parlé, au moins, même si ce n'est pas la bonne solution qui est mise en place, et il y a besoin de plus de recul par rapport à ça, il y a eu un vrai questionnement sur, OK, on comprend qu'on n'est pas dans un paradigme produit, et on comprend que ce n'est pas une bonne chose. Peut-être qu'on a besoin d'un modèle intermédiaire, peut-être qu'on a besoin d'autre chose, peut-être qu'on doit créer autre chose. Le fait d'avoir posé cette question et de ne pas avoir dit simplement oui, même si vous ne gagnez pas, entre guillemets, dans l'argument, au moins, ça re-questionne. Et moi, c'était hyper important pour moi de questionner le codir à ce moment-là, puisque c'est ça qui va me permettre d'avancer. Maintenant, il y a d'autres contournements. Certes, c'est important de délivrer vite, comme ça, c'est quelque chose de démontrable, et c'est comme ça aussi que vous gagnez la confiance des personnes avec lesquelles vous allez travailler, mais il y a d'autres pistes. Déjà, vous pouvez montrer aussi la voie dans des contextes plus simples et simplement vous lancer. Là, l'exemple que je vous ai donné, c'était des projets qui étaient chauds. Je vous l'ai dit, dans 90% des cas, ça débloque les situations. La limite, moi, que je me suis donnée, ça a toujours été la qualité du produit, puisque vu que je savais que c'était un problème avant, j'avais un argument, je pouvais utiliser une erreur passée. Donc ça, c'était le plus simple. Autre chose possible, c'est de pouvoir impacter autrement que par de la delivery. C'est vrai qu'on se dit, il faut faire de la delivery, c'est important, mais il y a peut-être d'autres pistes aussi. Et également, en termes de vocabulaire, ne plus parler de fonctionnalité. Pourquoi c'est important? Parce qu'on veut induire un changement de paradigme. Donc moi, je parle d'initiative produit, je parle d'opportunité, de résolution de problématiques, mais j'ai rayé le mot fonctionnalité de mon discours pour déjà que ce ne soit pas de cette façon que les choses puissent être amenées.
Donc je vais faire un petit focus sur les autres leviers d'impact autres que la delivery. Le premier dont je veux vous parler, c'est la discovery en continu. Donc la discovery en continu, pour juste rapidement rappeler ce que c'est le fait de venir en fait, sans avoir un sujet spécifique, discuter avec vos clients ou avec vos utilisateurs en leur disant raconte-moi ton histoire, raconte-moi ton expérience avec mon produit. Ça permet quoi? Ça permet très facilement d'alimenter les différentes opportunités produits sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. Comment je m'y suis prise? Typiquement, moi, dans les premières sessions, j'ai invité des commerciaux à venir avec moi pour qu'ils voient comment ça se passait. Mon idée, c'était de leur montrer que c'était possible. Et finalement, c'est gagnant-gagnant, dans le sens où ils se rendent compte que, oui, en fait, on écoute l'utilisateur, on écoute le client. Moi, ça me va très bien, en fait, en tant que commercial, que ce genre d'action soit possible. Donc ça, c'était intéressant. Premier retour qui fonctionne bien. Autre chose, c'est la documentation du produit. Moi, je vous dis, j'arrive dans un contexte où on démarre. Donc, effectivement, il y avait de la documentation tech. Par contre, la documentation produit, les silos entre les équipes, le fait que on était vraiment dans un flou sur ce qui est possible ou pas. Je vous dis, il n'y avait pas de catalogue de fonctionnalités, c'est pour ça que les contrats sont signés de façon un peu floue. Bon, c'est pas le plus marrant à faire, mais globalement, quand on démarre, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de valeur pour ensuite fluidifier les échanges. Je rappelle, le rôle de produit, il est vraiment au milieu de plein de rouages, avec plein d'autres activités, puisque vous êtes obligé de travailler avec le marketing, le commerce, la tech, le design, l'exploitation, le support. Donc il y a besoin aussi de donner des éléments pour fluidifier tous ces rapports-là qui étaient plutôt silotés. Autre chose simple à faire, c'est la newsletter produit. Donc ça, c'est quoi? C'est simplement venir communiquer sur ce que vous faites dans votre produit. Donc ça crée du lien. Ça peut être fait en interne ou en externe. Donc moi, il n'y avait pas de communication envers les clients, typiquement. Et là, je vous l'ai dit, on ne parle pas de fonctionnalité. Et donc, c'est là où vous pouvez commencer avec vos mots, faire des newsletters qui sont orientés sur des objectifs, sur des résultats, et vous commencez à induire un nouveau paradigme. En termes de process et de méthode, ça c'est un point qui est aussi important. Donc je vous l'ai dit, il y a des personnes qui étaient déjà positionnées sur des produits avec des rôles de chef de projet produit. L'idée, c'est pas simplement de dire on va avoir une personne qui va faire du product management et ça va fonctionner. Non, c'est pas possible parce qu'on a une gamme de produits qui est large. Donc du coup, amener ces personnes-là à changer aussi leur façon de travailler, ça fait partie des choses qui ont un impact qui est direct. Donc ça passe par beaucoup de choses, par de l'exemple, du mentoring et du travail en pair. Autre action possible, c'est l'expérimentation. Donc plus que de parler de fonctionnalités qui sortent, je pense qu'un bon indicateur d'un produit plutôt sain, c'est le nombre d'expérimentations que vous arrivez à faire par semaine. Donc ça peut passer par plein de choses. Soit vous avez les outils data suffisants, le produit qui le permet, donc ça peut être de l'A/B testing par exemple, ou alors ça peut être sur de la phase de prototypage en amont. Donc ça, nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place. C'était assez simple à mettre en place et ça nous a permis déjà d'induire de l'amélioration continue. Donc un impact direct parce que derrière, quand on fait les choses, ou alors qu'on explique qu'on n'a pas fait A parce que, on a un résultat derrière le parce que, et ce n'est pas juste un qualitatif qu'on a pu avoir dans un échange avec un utilisateur. Le levier data, je vais vous en parler dans la conclusion. Moi, je ne me suis pas concentrée sur ça au début. Je vous dirai les choses que j'aurais pu changer. Mais je pense que quand on démarre, ça peut être un bon élément aussi pour amener du factuel et amener du factuel dans la discussion. Donc honnêtement, je pense que c'est un bon levier autre que de l'impact par delivery. Et enfin, le dernier, c'est la vision. Et ça va nous amener du coup au troisième enjeu. Le troisième enjeu que vous allez rencontrer, ça va être de pouvoir fédérer autour de la vision produit. Et donc là, généralement, on démarre un jeu qui est assez commun, je pense, chez beaucoup de personnes. C'est qu'on demande la raison d'être de l'entreprise, la mission de l'entreprise et les objectifs de l'entreprise pour que ce que l'on va faire côté produit découle de la direction. Et donc, généralement, on les cherche. Je voudrais vous parler là d'un élément, moi qui, en tout cas, je pense, m'est apparu au bout de 2 mois et demi, qui m'a un peu bloqué. C'est pour ça que je vous en parle. J'ai réussi là à mettre les mots dessus, c'est la différence entre moi j'ai été confrontée à la différence entre la temporalité produit et la temporalité business. Pourquoi? Sur un produit, et c'est normal, on va avoir besoin de se projeter à 3 ans, à 5 ans, au moins faire cet exercice. Il y a un élément dont je ne vous ai pas encore parlé depuis le début, c'est le contexte marché, qui fait aussi partie des activités. J'ai beaucoup parlé de user research, mais effectivement, il y a de la recherche aussi, de la compréhension du marché dans lequel votre produit évolue. Et donc, c'est normal de venir se projeter et d'aller un peu plus loin. La temporalité business, c'est quoi? C'est globalement, est-ce que d'ici 3 mois, je vais pouvoir gagner X clients, augmenter mon chiffre d'affaires, répondre à mes objectifs commerciaux? Et c'est là où on peut avoir une problématique,
c'est qu'en fonction des cibles qui sont visées, si on ne répond qu'à ça, en fait, on peut créer un décalage et prendre du retard par rapport à un standard marché qui est créé. Et ça, c'est pas forcément évident de venir travailler sur ça, et c'est un enjeu qu'il faut surmonter pour pouvoir justement fédérer autour d'une vision qui ne prend pas en compte que les aspects business. Maintenant, je vous parlais des objectifs de l'entreprise. Donc là, je vais vous donner des exemples classiques qu'on pourrait retrouver globalement en termes de raison d'être d'entreprise. Donc je vous en ai mis 2. Le premier objectif, ça va être de dire, l'objectif c'est de faire grandir et nous déployer à l'international. Et le second, faut vendre plus sur ce marché, se positionner sur un nouveau marché. Bon, ça c'est un exemple de vision, mais on est d'accord que c'est pas une vision. Hein. Ça c'est une ambition. C'est une ambition en plus qui n'est pas chiffrée, même si je la chiffre. Globalement, n'importe quel concurrent peut la prendre, donc ça ne fonctionne pas. Donc là, on a un choix qui s'offre à nous. Soit on prend la porte A et on se dit de toute façon, on ne sait pas où l'entreprise va, donc moi je ne vais pas faire un exercice qui ne sert à rien, retravailler. Et en soi, c'est une porte qui est souvent prise, parfois quand il y a cet exercice qui doit être fourni par le produit. Ou alors, on trouve un contournement. Bon, moi j'ai essayé de trouver un contournement. Et du coup, je voudrais vous parler de la posture du product manager. Ça me permet de faire un lien avec la conférence qui sera donnée par Benjamin Coué et Malice Cohen juste après, sur le leadership. Voilà, donc j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises, je vais en parler un peu. Moi, ma conviction, et donc là, je parle vraiment de moi et de ce que je pense qu'on ne peut pas faire de product management si à un moment, on ne prend pas une posture de leader. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le leadership, c'est aussi savoir résoudre des problèmes dans des situations complexes et embarquer les autres dans la résolution de ces problèmes. Donc en fait, partir du principe que vu qu'on ne nous a pas donné un élément qui est suffisamment décrit, on s'arrête là et on n'essaye pas de débloquer la situation, pour moi, c'est avoir de la passivité vis-à-vis du sujet. Et donc la question que je me suis posée, c'est « Ok, c'est pas parfait ce que j'ai, mais finalement on en a besoin. Comment je vais amener du coup l'ensemble des acteurs et des actrices à travailler sur ça ?» Et donc ça, il y a plusieurs pistes. Arriver à faire préciser. Ce qu'on m'a donné tout à l'heure comme élément, certes, ce n'était pas suffisant, mais plutôt que de dire que c'est complètement à jeter, peut-être que je peux reposer des questions, peut-être que je peux expliquer ce que j'attends plus, peut-être que je peux proposer. Et on s'en moque si ce n'est pas parfait du premier coup. Je vous l'ai dit, ce qui est important à ce niveau-là, c'est d'arriver à générer de la discussion, à générer de la question, pour ne plus être dans ce statut où on reste à cet endroit-là. Dans le cadre de la mission du coup, que j'ai eue, moi, il y a un autre élément qui m'a permis aussi de débloquer un peu tout ça. Ça a été de travailler sur la compréhension du marché. Donc là, je vais parler vraiment du cadre dans lequel j'évolue. Je vous ai dit, il y a une équipe marketing. Simplement, moi, quand je suis arrivée et que j'ai posé la question de savoir comment on souhaitait se positionner, quels étaient les concurrents qu'on avait, quelles étaient nos forces et nos faiblesses par rapport à nos concurrents. Donc, ce qui sont des questions assez classiques qu'on peut poser sur un pôle marketing. Je n'ai pas eu de réponse précise à ça. Donc, ce que j'ai compris, c'était que c'était comme pour la user research. Il y avait peut-être des connaissances, mais rien n'avait été centralisé, partagé et questionné. Et donc, à ce moment-là, moi, le choix que j'ai fait, ça a été de démarrer en fait ce travail-là, puisque je ne peux pas travailler sur un produit sans comprendre les tenants et aboutissants du marché dans lequel il évolue. Et donc là, en l'occurrence, j'ai initié ce travail. Depuis que ça a été fait, il y a eu quand même des avancées, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux, vu que c'est quand même une entreprise qui grandit et qui se transforme, et donc là, moi, je vous raconte mon histoire que par mon prisme produit. Il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints, qui ont une posture produit marketing, donc un peu un rôle de PMM, qui permet de faire le lien avec les deux et qui permettent justement de mieux documenter tout ça. Mais en tout cas, la compréhension du marché, moi, elle m'a aidée aussi sur la compréhension de la mission et de la vision, puisqu'en fait, se questionner sur déjà quelle histoire est racontée par la concurrence, c'est quand même un élément qui est hyper important pour après nous choisir comment on va vouloir se différencier et quels sont surtout les standards marchés. J'ai fait beaucoup d'allers-retours entre de l'opérationnel produit et de l'accompagnement. Vous avez dû le voir dans mon discours. C'est un enjeu dont je voulais vous parler. Je pense que c'est inhérent
au fait que c'est une mission de First PM. Peut-être que ce n'est pas autant exacerbé dans une mission de Product Manager classique. En tout cas, il y a là, je ne vais pas vous donner de contournement parce que je n'ai pas la solution à ce sujet-là. Mais il y a un véritable équilibre à trouver entre l'accompagnement et l'opérationnel. Ça passe par quoi en fait ça? Ça passe que effectivement, si vous vous concentrez sur essayer de challenger, réaccompagner les gens, etc., à un moment, il y a quand même la responsabilité sur un domaine produit. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même tout le pan de delivery, de discovery, de gestion du cycle de vie de mon produit en parallèle. Donc ça, je pense que c'est juste un point de vigilance. J'en parlerai dans la conclusion. Moi, j'ai d'autres pistes sur ça. Mais en tout cas, je n'ai pas trouvé par moi-même de solution à cet élément-là. Et je tiens à le souligner, c'est peut-être ce qui fait la coloration de ce type de mission quand vous démarrez et qu'en fait, c'est la première fois et qu'il faut être assez résilient et avancer tout simplement. Le dernier sujet dont je voulais vous parler, c'est le fait d'arriver à capitaliser sur les premiers impacts. Ce que je vous ai expliqué au début, c'est que c'est très important de se questionner sur les moyens qui sont mis en place maintenant et lesquels on va pouvoir obtenir. Donc, généralement, quand on est là-dedans, on pense un peu 2 étapes en avant pour essayer de voir sur quoi on va vouloir se concentrer pour nous pouvoir correctement exercer notre métier. Et donc, c'est important de capitaliser sur ça parce que c'est par du résultat concret que vous allez pouvoir après faire de la demande ou alors que un peu des nouvelles portes vont être débloquées. C'est pour ça que je parlais de jeu et de niveau tout à l'heure. Je vais vous montrer du coup les exemples d'un résultat produit. Donc ça, c'est pour le coup un résultat concret qui était sur ma problématique d'adoption du produit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire écho à peut-être des méthodes que j'ai, des mots et des histoires que je vous ai racontées tout à l'heure pour vous montrer un résultat concret. Donc sur l'adoption du produit, première étape, compréhension de la cible. Seconde étape, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai créé une communauté utilisatrice en faisant des clubs utilisatrices, tout simplement. Ça permet quoi, ça? Ça permet de commencer à avoir une approche core. Ça permet de faire du partage de connaissances. Alors, le partage de connaissances en communauté utilisatrice, c'est assez intéressant parce que souvent, vous vous rendez compte que quand des personnes avec des problématiques un peu similaires échangent, magie, elle trouve la solution par elle-même. Donc, je ne dis pas que vous sortez du sujet, mais on se rend compte que parfois, il y a juste des contournements possibles ou des façons de faire qui sont possibles. Donc, ça ne demande pas un nouveau développement. Donc, c'est intéressant de créer cette base de connaissances dans votre base utilisatrice. Ensuite, ça permet d'avoir un produit qui répond non pas à des demandes et des besoins, mais bien aux enjeux de l'activité, soit de vos clients, donc ça c'est la partie plus business, soit de vos utilisateurs et de leurs vraies problématiques. Bon, je vais peut-être donner un chiffre qui est faux, et moi je pense qu'à un instant T sur un produit, on n'a pas plus de 10 opportunités ou problématiques sur lesquelles on souhaite retravailler. C'est assez simple de rationaliser les usages. Le fait de faire ça, ça permet de collecter des insights et du coup venir alimenter la direction produit. Donc ça, c'est vraiment tout le pan de user research dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est quoi concrètement? Une base de données qui peut être alimentée par tout le monde et sur laquelle on vient retravailler pour justement comprendre quelles vont être les opportunités de notre produit et par la suite choisir les initiatives qui vont être portées. Autre étape, une fois qu'on a fait tout ça, c'est de faire de l'expérimentation. Alors, ce n'est pas en ligne, ça dépend aussi des sujets. Là, je vous montre juste les éléments pour un sujet spécifique. On fait de l'expérimentation et du prototypage avec les utilisateurs pour faire de l'adaptation. Donc ça, c'est pour répondre à cet enjeu de dire, finalement, on leur met des choses à disposition, mais ils ne s'en servent pas. Au moins, il y a ce pré-travail qui est fait. Le fait d'expérimenter et de faire du prototypage, ça me permet surtout de faire des prises de décision motivées et qui me permettent de dire non. Donc globalement, à partir du moment où il y a cette inclusion, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de pouvoir plus facilement justifier, de dire on va s'arrêter là, on va regarder comment ça se passe réellement, et ensuite si vous avez toujours un problème, là on en rediscute. Et donc ça aide beaucoup. Pareil, moi je pense que c'est mieux d'avoir cette configuration-là. Ah ok, mais en fait, moi j'ai fait des tests avec des panels utilisateurs et quand on fait ce parcours-là, le temps est divisé par 2. On fait comment? Ah oui, vous avez raison. Donc en fait, c'est quand même des éléments qui permettent d'avoir de la justification et c'est important. Et enfin, et ça c'est mon résultat, donc moi je voulais de l'adoption sur mon produit, c'est que du coup on a mis en place des pilotes pour avoir des vrais pilotes sur la cible marché qu'on visait en production. Donc au début, c'était vraiment de la prospection. Et maintenant, on leur dit, vous êtes pilote en production pour vraiment la tester, avoir un vrai panel qui va travailler dessus.
Au moment où je suis arrivée, on avait 0 personne qui acceptait d'être pilote. Maintenant, on en a 5. Donc ça, c'est un résultat qui montre quand même qu'en intégrant beaucoup plus et en construisant avec eux, alors j'ai beaucoup plus de personnes dans la communauté utilisatrice, c'est juste que ceux qui acceptent de partir en production, il y en a 5 pour le moment. Ceux qui n'acceptent pas, globalement, c'est accepter d'aller sur de l'inconnu. Et globalement, la verbatim qu'on a, c'est montrez-nous que vous y arrivez concrètement, et là, on vous suivra. Mais c'est quand même un bon indicateur par rapport à tout ça. Et si je reviens à mon objectif de chiffre d'affaires, si ça fonctionne, c'est 25% de CA si j'ai une adhésion de ma cible 1 par rapport à ce qui a été estimé par rapport à la base utilisateur actuelle. Donc globalement, ça c'est l'exemple d'un résultat produit qui a été débloqué par une méthode de product management. Et donc grâce à ça, moi en prenant tout ça, ça me permet de justifier des choses et de pouvoir demander qu'on renforce certains éléments. Maintenant, je vais vous donner quelques tips, même si j'avais dit que je n'en donnerais pas. Le premier tips que je voulais vous donner, c'était d'arriver à incarner les erreurs et oser. C'est quelque chose qui est assez important. Alors moi, en plus, je suis dans un contexte où il n'y a pas de culture il n'y avait pas de culture de l'amélioration continue. Je vous l'ai dit, pas de prise de feedback, pas forcément de remise en question. Donc à un moment, il faut oser y aller. J'ai pas du tout fait parfait du premier coup, mais j'ai plus une stratégie qui est de dire, je préfère me planter assez vite, comme ça j'élimine toutes les mauvaises idées et ensuite on verra comment ça fonctionne. Donc c'est grosse culture de l'expérimentation qu'on essaye de mettre en place. Un autre élément qui est important, je pense que c'est d'apprendre à jouer avec les limites. Donc les limites ici dont je parle, c'est que vous arrivez dans une structure, donc forcément vous arrivez dans un contexte hiérarchique, organisé, etc. Si en fait on tombe dans ce moule-là, on peut perdre l'opportunité déjà d'échanger avec les bonnes personnes. Et donc c'est intéressant, je pense, d'essayer de voir jusqu'où on peut aller pour changer un petit peu les éléments et accéder en fait aux personnes qui vous permettent de prendre des décisions, en fait, tout simplement. Élément dont j'ai déjà parlé, mais que je réitère, il y a de l'humilité dans la démarche qui est important. Alors évidemment, on ne parle pas forcément avec les mêmes termes. Moi, je m'en suis rendu compte au début, les gens ne comprenaient pas. J'ai gommé des mots en anglais, j'ai changé des mots. Alors, à part fonctionnalité que j'ai voulu supprimer, évidemment. Mais au-delà de tout ça, vous avez quand même des gens qui sont experts et simplement, c'est peut-être de la posture qui va manquer. Et c'est toujours important de se le rappeler. On n'est pas là pour tout révolutionner avec notre baguette magique de product management. Et enfin, le fait d'arriver à investir sur les forces. Moi, les forces que j'ai rencontrées, c'est grâce à l'équipe technique. Je vous l'ai dit, l'équipe technique avec laquelle je travaillais, c'est très attention à la qualité du produit. Donc déjà, moi, je ne suis pas dans un cadre où j'ai un produit qui n'est pas maintenable. Donc en fait, jouer avec ces forces-là, ça me permet d'avoir des alliés également quand je vais faire ma démarche produit. Et donc, c'était très important de faire ça. Je vous ai parlé de la product team. En termes de design, pareil, moi, j'avais cette chance où j'avais au moins une personne qui était dans le pôle design. Mais en fait, j'ai choisi au maximum d'investir sur tout ça au début pour avoir des premiers résultats. C'est pour ça aussi que je ne me suis pas concentrée sur la data, bien que je sais que c'est important, parce que j'ai décidé d'investir sur ce que j'avais déjà à disposition à un instant T pour démontrer des éléments et ensuite creuser. Donc la data, c'est mon sujet du moment, simplement que je n'ai pas de résultats clés à vous montrer pour le moment. Donc c'est vrai qu'on dirait un peu plus un fortune cookie. Je fais un lien avant de passer à mon conclusion. Retenez ce mot-là, du coup. Ma conclusion, à refaire, je change quoi ? Je vous ai parlé tout à l'heure de l'équilibre accompagnement et opérationnel. J'ai pas du tout échangé avec, j'ai fait beaucoup de demandes, mais j'ai pas du tout creusé le fait d'avoir un facilitateur ou un coach produit dans cette organisation-là. Voilà, je l'ai pas verbalisé. Je pense que c'est quelque chose qui devra arriver à un moment, et peut-être, en tout cas moi je sais que ça aurait pu m'aider, qu'on ait un peu un rôle aussi à ce moment-là qui intervienne pour la prise de recul, parce que ça peut être compliqué parfois de jouer sur les deux tableaux. Donc je pense que ça, c'est quelque chose que j'aurais pu changer dans ce qu'on fait. Globalement, je vous ai parlé de la data. En fait, si je dois refaire, je fais la même chose, mais j'oublie le côté design et j'essaye d'avoir les mêmes résultats avec que de la data et je regarde ce que ça donne. Je pense que ça aurait pu être une autre piste, de pas autant le reporter. Et enfin, je vous ai parlé au tout début de l'entretien et du référentiel pour pas avoir la tête dans le guidon. Moi, j'ai été trop longue. Alors, je ne fais que de dire, il n'y a pas vraiment d'amélioration continue et de prise de feedback. Alors, je me suis bien mise dans ce moule-là.
vu que ce n'étaient pas des opportunités, des rituels qui existaient. Et donc moi, j'ai été longue, je pense, à venir refaire un feedback sur la mission, sur le cadre de la mission et le référentiel qui était posé. Donc ça, c'est des choses qui ont changé. Mais je pense que j'aurais pu aller plus vite et faire mieux si j'avais pris ça en compte. Donc voilà, moi, pour ma conclusion qui est personnelle. Et je pense qu'on a le temps de passer à la phase de questions-réponses. Et en petit bonus, moi, voilà, vu que mon objectif, c'était de vous donner des apprentissages, des inspirations, je voulais que vous repartiez avec ça. Quelle est l'inspiration qui va être vous cachée dans votre fortune cookie avec laquelle vous aimeriez repartir par rapport à cette conférence? Et merci de votre attention.